Amis ZDNautes, bonjour. Alors je tiens tout de suite à rassurer ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode de Digital at Work consacré aux Smart Cities. On n'est pas du tout là pour tourner un remake du clip de YMCA. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce très joli casque? C'est très simple. Aujourd'hui sur Digital at Work, on a choisi de parler de transformation numérique. Alors pas de façon stratosphérique, mais de façon la plus concrète possible. Et on a choisi de donner la parole aux acteurs de ces chantiers de modernisation de l'entreprise, d'où ce très joli casque. Alors, aujourd'hui, l'angle que nous avons choisi d'illustrer, c'est celui d'un secteur d'activité qui lui aussi est en pleine disruption, pour reprendre un terme à la mode, qui est celui de la formation. Et j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Marie Drevnovski, qui est responsable des systèmes d'information au campus René Cassin à Lyon, qui est en train de mettre en place un nouveau chantier de modernisation pour donner plus d'agilité et plus de facilité à ses étudiants. Et au service de ces nouveaux usages, eh bien, nous avons de nouvelles technologies et j'ai le plaisir de recevoir Pascal Rabier, qui est responsable des systèmes convergés et hyperconvergents et hyperconvergés chez HPE. Alors je vais commencer par une question pour Pascal. J'ai bien connu les systèmes convergés. Apparemment, j'ai raté la phase des super convergés. On passe directement aux hyper convergés. Alors, pour que tout le monde soit d'accord sur ces termes, Pascal, comment vous définiriez les systèmes convergés par rapport aux systèmes hyper convergés ? Alors bonjour Philippe, effectivement les deux systèmes, convergés et hyperconvergés, font ensemble partie d'une classe qui est définie par les analystes comme étant celle des systèmes intégrés. Quand je dis analystes, aussi bien Gartner que IDC. Et l'ensemble de la classe vise à fournir des produits qui soient des solutions préintégrées à l'ensemble des clients. Ce qui va marquer la différence entre un système convergé et hyperconvergé, c'est simplement que dans un système convergé, classiquement, on avait des solutions, des composants qui étaient discrets à l'intérieur de la solution et donc séparés pour les serveurs, le stockage, le réseau, mais qui étaient livrés pré-packagés. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, le système hyper convergé vont bien plus loin puisqu'ils ont sur une base matérielle qui est commune, très standard, un seul type de composant, les serveurs x86. On va placer tout le reste des mécanismes, Software Defined Networking, Software Defined Storage, Software Defined Everything, en fait, comme on dit aujourd'hui, qui vont être entièrement réalisés de manière logicielle pour délivrer une solution beaucoup plus intégrée, scale out et beaucoup plus simple à administrer, puisque le tout est évidemment accompagné de logiciels qui permettent d'unifier complètement et donc de radicalement simplifier l'administration quotidienne de ces solutions. Non, alors ça c'est évidemment la vision, la définition d'HPE. Pierre-Marie, vous avez fait un cahier des charges, donc vous vous êtes intéressé à d'autres offres. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a qu'une seule vérité pour l'hyperconvergence ? Ah non, clairement pas. Aujourd'hui, les systèmes hyperconvergés, on va dire que c'est un terme qui est devenu un générique. Justement, entre converger et hyperconverger, les choses se rapprochent d'une certaine manière, les choses sont plus intégrées. Mais aujourd'hui, sur le cahier des charges que l'on a fait, on est parti d'un besoin qui était sur de la convergence. Oui. Et qu'à un moment donné, on est allé sur l'hyperconvergence pour un certain nombre de choix liés au cahier des charges. Mais aujourd'hui, toutes les hyperconvergences ne se valent pas, n'offrent pas le même service, n'offrent pas le même rendu. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir pu, en accompagnement de l'école IPI du campus René Cassin, de pouvoir travailler avec eux sur un cahier des charges qui n'avait pas de base matérielle en termes de demande, et de pouvoir construire et d'aller jusqu'au choix d'une solution qui s'est trouvée être une solution d'hyperconvergence d'HPE. Bon, alors, en termes d'usage, on est allé interroger Jean-Marc Daudel, qui est responsable de formation de l'Institut Polyinformatique. Il va nous expliquer quels sont les usages qu'il attend d'un système d'information. Le campus René Cassin regroupe les différentes écoles de deux entités que sont le groupe IGS et le groupe CED. Donc ce bâtiment regroupe différentes écoles qui forment à différents métiers, la communication, le journalisme, le marketing et également l'informatique. L'Institut Polyinformatique, dont je suis le responsable de formation, forme effectivement les futurs professionnels, ou devrais-je dire les professionnels actuels de l'informatique, puisque tous nos apprenants sont en alternance. En tant que responsable de formation, la vision du SI dans le cadre justement de l'apprentissage est finalement très proche de celui de l'entreprise, puisque notre vision du SI est celle d'un outil, et comme tout bon outil, finalement ce n'est pas à l'utilisateur à s'adapter à l'outil, mais c'est à l'outil à s'adapter à l'utilisateur. Et justement cette adaptabilité permet de former nos apprenants
par différentes méthodes, puisque voilà, les us et coutumes et les pratiques des générations actuelles et des générations futures vont être amenées à changer. Et notre challenge, c'est effectivement, via cet outil, de pouvoir toujours les former de manière efficace. L'avantage de nos apprenants à l'IPI, d'utiliser cette nouvelle solution, c'est de pouvoir étendre les fonctionnalités qui étaient, enfin du moins, comment dirais-je, les possibilités rendues par un atelier spécifique pour les formations en informatique qui leur permettait de manipuler, de monter en compétence sur les technologies utilisées en entreprise. Puisque nous nous évertuons à l'IPI de ne pas avoir un fossé technologique entre les formations que nous enseignons, donc les produits, et également les produits répandus en entreprise. Cette solution permet vraiment d'étendre cet objectif-là, puisqu'il permet à nos apprenants de manipuler, de monter en compétences, voire même de pouvoir tester dans le milieu professionnel différentes solutions, soit dans le cadre de leur formation, soit effectivement pour le compte de leur entreprise. En quelque sorte, on vient d'avoir un peu le point de vue des métiers sur ces nouveaux usages. J'ai envie de poser la question à Pascal. C'était un contexte d'éducation, de formation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce cas d'usage ? Mais effectivement, ce cas d'usage, je l'ai trouvé extrêmement représentatif de ce qu'on peut observer sur l'ensemble du marché, chez la grande majorité de nos clients. Ouais. Puisque, en effet, comme Jean-Marc Dodel l'a expliqué lui-même, premièrement, l'objectif de l'IPI, c'est d'implémenter et de mettre à disposition de ces étudiants des solutions qui sont celles qui sont utilisées dans les entreprises. Ouais, avec l'hyperconvergence, clairement, il a fait le bon choix. Ouais. C'est le type de système qui est en pleine expansion sur le marché. Et puis, deuxièmement, l'objectif, et tel qu'il l'a présenté, c'est de se placer en tant que fournisseur de services à ses étudiants, et de s'appuyer sur un système d'information qui est à disposition. Et c'est encore une fois vraiment extrêmement représentatif de ce qu'on peut trouver comme stratégie, c'est l'ensemble des DSI de nos clients, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher à devenir un fournisseur d'IT as a service en interne pour délivrer un meilleur rendu au métier et leur permettre de développer le business plutôt que l'IT soit un simple centre de coûts sur lequel on fait exécuter les applications obligatoires entre guillemets. Alors, si j'ai bien écouté, Pierre-Marie, c'est vous le responsable, le fournisseur de services pour l'IPI et peut-être au-delà de l'IPI, toutes les écoles. J'imagine que vous avez travaillé main dans la main avec Jean-Marc pour bâtir cette solution-là. Clairement, aujourd'hui, le fonctionnement du campus René Cassin, on a 24 écoles, 6000 étudiants. Et donc, l'objectif des écoles, c'est de travailler avec nous. On est une SS2I interne dans laquelle ils vont faire une expression de besoin, un cahier des charges, on va les accompagner parce que ce n'est pas forcément facile non plus de faire de la rédaction de cahier des charges, mais l'idée c'est de les aider à savoir sur le marché ce qui peut correspondre à leurs besoins. On n'était pas forcément parti sur du système hyperconvergé à l'origine, on est arrivé sur la solution parce qu'elle correspondait aux besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les étudiants sont consommateurs de services. Ils ont besoin de quelque chose de rapide. Quand vous avez un cours de 1 heure ou 2 heures, que vous devez générer une machine virtuelle, il ne faut pas que ça mette 10 minutes, un quart d'heure. Aujourd'hui, un étudiant peut générer système d'exploitation installé, une VM en moins de 2 minutes. Donc c'est vrai que dans la mise en œuvre d'un cours, c'est quelque chose d'extrêmement pratique et qui fonctionne aujourd'hui très bien. Alors, vous parlez du ressenti utilisateur, ça tombe bien parce qu'on est allé interroger un de vos utilisateurs, un étudiant en première année, et je passe la parole à Alexandre Argivier. Je suis avec Alexandre Argivier, qui est étudiant en alternance à l'IPI. Alors, j'ai commencé par une question très simple pour Alexandre. Alexandre, quel est votre rythme d'utilisation de la solution informatique mise en place à l'IPI ? Alors, mon rythme d'utilisation de cette solution est quasi total. J'utilise tout le temps, aussi bien en cours qu'à la cafétéria quand j'ai du temps, en pause sur mon téléphone et aussi ailleurs. Alors, vous êtes un excellent exemple de génération Z, mobilité. Alors justement, mobilité, ça veut dire quoi pour vous, Alexandre ? Alors pour moi, la mobilité, c'est tout simplement pouvoir travailler sur mes cours, les refaire des TP si par exemple je suis absent, depuis chez moi, depuis un cybercafé, avec des amis chez eux ou ailleurs, mais aussi de pouvoir travailler dans les moyens de transport quand je reçois un mail pour un cours. Et aussi en entreprise. Alors justement, Alexandre, vous êtes en alternance, donc ça veut dire que vous passez une partie de votre temps à l'école et une partie de votre temps en entreprise. Vu de l'entreprise, quel est l'avantage d'utiliser quelqu'un de l'IPI ayant accès à une solution informatique à distance ? Alors pour moi, l'avantage et pour mon entreprise, c'est de pouvoir expérimenter de nouvelles idées.
pouvoir les mettre en production ailleurs et ne pas endommager notre propre production s'il y a une erreur. Le gros avantage aussi de cette SI est de pouvoir expérimenter avant de tout mettre en production et même d'en parler à mon responsable. Bref, que des avantages. Merci Alexandre. Là, on a un peu parlé d'usage. Je pense que maintenant, on va pouvoir descendre un petit peu plus dans la technique. Pierre-Marie, quels sont les usages spécifiques à un environnement de formation tel que le vôtre ? Alors, l'environnement spécifique à un usage de formation, c'est la spécificité d'une charge qui peut être extrêmement forte, des sortes de mini-bursts à des moments donnés, où je vous prends un exemple, une promo de 30 qui commence un cours. Chaque étudiant chez nous, dans le choix que l'on a fait, a 5 VM à sa disposition. Imaginez qu'on doit démarrer pour 30 personnes, 5 VM, ce qui fait 150 VM qui doivent démarrer dans les quelques mêmes secondes. Voire même après dans les usages, c'est que le prof va guider, orienter les étudiants, ils vont faire les mêmes actions au même moment. Au même moment, c'est simultané, quoi, un peu. Clairement, et donc l'infrastructure hyperconvergence, avec le choix que l'on a fait d'intégrer des disques SSD, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement réactif, de pouvoir tenir une très forte charge en one shot, bien sûr, sans être dans une démarche de production comme une entreprise, on va avoir du long cours et du burst, même si les étudiants gardent un besoin toute la journée, toute la nuit. Parce qu'on le sait aujourd'hui sur les générations Z, aujourd'hui la notion de jour, de nuit... C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure. Exactement. S'ils ont un besoin et qu'ils sont une petite insomnie le matin ou la nuit, à 3h du matin, on a des étudiants aujourd'hui qui se connectent, qui travaillent à distance. Et donc c'est très important. Il m'a même expliqué un peu hors caméra qu'ils avaient également accès au système pour faire leur mémoire. Donc votre système, il est 24/24 en fait. Le principe même, ça a été aussi de mettre en place de la mobilité. Au travers de cet élément-là, on l'a entendu avec Jean-Marc au tout début, où il parlait d'un atelier, qui était un atelier dans lequel on mettait en œuvre, mais au-delà des portes de l'atelier, il ne pouvait plus travailler dessus. Donc l'idée aussi de l'hyperconvergence, c'était de l'associer avec un système de mobilité, au travers d'un portail Citrix aujourd'hui, où les étudiants accèdent donc le jour ou la nuit à ces solutions-là, et donc permet aussi à l'entreprise de bénéficier de cet environnement-là quand le jeune est en entreprise. Parce que 100% de nos étudiants sont des étudiants en alternance. Alors, Pascal, est-ce que ces usages que vient d'exprimer Pierre-Marie sont emblématiques d'une solution hyperconvergée ? Clairement, l'hyperconvergence, en tout cas sur les systèmes hyperconvergés HPE, est faite pour ça, pour délivrer de l'AVM à la demande. Un four AVM. Voilà, exactement, pour reprendre un vocabulaire qui est effectivement très à la mode dans le cloud. Et l'hyperconvergence, c'est tout simplement l'infrastructure la plus simple à mettre en œuvre pour un cloud, qu'il soit privé ou hybride avec extension vers le public. Là, ça dépend de ce qu'on met en place comme connexion. Et ce qui est aussi très adapté, c'est que si par hasard l'IPI et Pierre-Marie avaient besoin l'année prochaine d'ajouter des promotions de formation suite à une demande accrue d'étudiants formés, ils pourraient facilement ajouter des nœuds à la solution actuelle de manière complètement transparente, à chaud, et héberger plus de VM en simultané et avoir capacité à délivrer plus de cours. C'est la montée à l'échelle. Voilà, c'est la scalabilité. La scalabilité anglo-saxonne célèbre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble cette solution hyperconvergée. Alors, voici ma nouvelle architecture d'hyperconvergence. Donc, c'est un HC 250 de chez HPE. Donc, vous avez en 2U 2 serveurs qui peut s'agrandir jusqu'à 4 serveurs avec les bêtes disques. Donc sur ces 2U, en fait, vous avez l'équivalent des 4 serveurs qui sont ici, mais aussi l'équivalent de la bête disque qui est là. Vous avez donc un gain d'espace, mais également aussi un gain d'énergie. Alors l'intégration a été très simple. On a un logiciel qui se charge de toute la partie installation serveur, mais aussi de la partie mise à jour. Et le logiciel va même jusqu'à installer toute la partie VMware. Tout ça en moins de 2 heures. Alors nous en avons 2. Car ils sont synchronisés l'un avec l'autre. Et actuellement, si par exemple celui-ci tombe en panne, celui-ci reprend 100% de la production. Aujourd'hui, c'est dans le même data center, mais demain, nous allons avoir un autre data center et le deuxième boîtier sera déménagé là-bas. Nous avons également fait des tests de coupure et si nous éteignions un boîtier, le deuxième boîtier prend 100% de la production et il n'y a aucun impact pour les utilisateurs, ils ne sont pas coupés. Alors là, on vient de voir de la technologie, des serveurs, du stockage, des petites LED qui clignotent. Je voudrais qu'on descende un petit peu sous le capot. Alors, Pascal, Céline a bien expliqué le mécanisme de reprise d'activité. Comment ça marche en vrai ?
En fait, c'est un des points forts des systèmes hyperconvergés HPE, puisqu'ils intègrent la technologie Software Defined Storage HPE Store Virtual, qui de base comprend cette capacité à synchroniser les données entre différents systèmes, éventuellement placés dans des salles différentes, dans des sites différents. J'écris quelque chose sur un serveur, hop, automatiquement, c'est répliqué. Exactement, et de manière synchrone, donc ce qui permet d'avoir en permanence les mêmes données sur le site A que sur le site B. Et pour les VM, c'est synchronisé aussi? Eh bien, clairement, effectivement, donc les données du système sont celles des VM, donc les VM pourront être, en cas de panne sur un site A, automatiquement redémarrer sur le site B et voir si on utilise des mécanismes dits de fault tolérance, tourner en parallèle des deux côtés, ce qui fait que la panne est complètement transparente. Alors, en termes d'administration, comment ça se gère un système hyperconvergé? Eh bien, ça se gère au travers d'une interface unique. C'est l'avantage des systèmes hyperconvergés, c'est-à-dire que la visibilité des composants matériels, des couches logicielles et y compris du Software Defined Storage Store Virtual est assurée au travers d'une interface unique, à la fois pour tout ce qui est événement, mais pour tout ce qui est opération, création de volume, création de VM, etc. Donc c'est ça qui va permettre de vraiment simplifier le travail quotidien des administrateurs qui n'auront plus à jongler entre différentes interfaces et à faire des opérations manuelles pour assurer la synchronisation de ces différents outils. Système convergé, on avait plusieurs outils de management. Hyper convergé, on a un outil unique. Système convergé, on avait potentiellement des outils qui orchestraient des interfaces différentes, alors que là, l'interface est à la base hyper convergée. C'est de la magie, c'est de la magie. Alors, malgré tout, il y a un rendez-vous incontournable dans Digital at Work, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. Alors, la question qu'il ne fallait pas poser, elle s'adresse un peu à vous deux, Pierre-Marie et Pascal. Pierre-Marie, alors la question c'est, est-ce que l'hyperconvergence, ce n'est pas trop souvent que du Software Defined Storage? Non, parce qu'aujourd'hui, oui, le stockage est un élément fondamental d'une solution, mais ce n'est pas l'élément unique. Le fait, comme le disait Pascal tout à l'heure, que les éléments sont réunis, qu'on a des interfaces qui sont managées ensemble, le fait qu'on ait une compacité. Oui. Il faut se rendre compte quand même que sur un HC 250 que l'on a intégré, comme l'a montré Céline tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 4 Tera de RAM sur 4 U, ce qui est assez considérable. Et donc le stockage est un élément important, mais ce n'est pas que. Ce n'est pas que. Pascal, vous partagez cette opinion ou pas? Tout à fait. Clairement, bien sûr. Non, mais comme l'a expliqué Pierre-Marie, l'administration est importante, la compacité. Mais j'aimerais aussi insister sur le fait que c'est livré préintégré. C'est ça qui permet de délivrer la rapidité de déploiement, les 2 heures pour un système opérationnel que Céline nous a décrit. Et puis également le fait que ça permet, nous, en tant que constructeurs HPE, de fournir un support pour l'ensemble de la solution à nos clients. Donc quand Pierre-Marie éventuellement aura un problème, il sera directement adressé par des spécialistes qui vont gérer le système complet et non pas juste le remplacement d'un composant. Très simple. Bon, merci messieurs. Alors, on a demandé aux internautes de nous poser des questions sur l'hyperconvergence. On en a retenu 2. La première est plutôt pour vous, Pascal. C'est Stéphanie qui nous demande, est-ce que l'hyperconvergence, ça marche aussi avec des containers? Mais je vais lui répondre étrangement oui. Merci. Voilà. Tout clairement parce que les containers peuvent se placer aussi bien sur des matériels physiques que sur des VM, des machines virtuelles. Oui. Donc aujourd'hui, on a des architectures de référence chez HPE qui décrivent comment utiliser les containers sur les VM qui sont l'hôte natif des systèmes hyperconvergés. Et dans la roadmap, ce sur quoi nous travaillons pour l'avenir, c'est d'aller encore plus loin en termes d'efficacité et d'accueillir nativement sur les machines physiques les containers. Mais ça, c'est pour l'année prochaine peut-être. Bien, on vous réinvitera. Alors la deuxième question est plutôt pour Pierre-Marie. C'est David qui nous la pose. Il se demande quelle est la véritable différence entre de l'hyperconvergence et du cloud privé. Pour moi, les éléments ne sont pas sur le même niveau. L'hyperconvergence est une solution globalisante, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour le converger, c'est la même chose. Simplement, c'est le postulat de base, c'est l'administration que l'on veut. Faire ou pas du cloud privé peut se faire sur de l'hyperconvergence ou sur du convergé. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'hyperconvergence permet de déployer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement des VM, et donc peut principalement fonctionner encore mieux sur du cloud privé ou du cloud externe. À un moment donné, ces solutions-là ne sont pas que pour des clients finaux, ils peuvent être aussi pour des hébergeurs. C'est un peu ce que vous faites à l'IPI, une espèce de petit cloud privé pour vos étudiants? Pas forcément petit, de manière importante. Pour l'ensemble de nos écoles et des groupes dont Jean-Marc a parlé, nous sommes le cloud privé France pour un certain nombre de choses, dont le RP métier,
et donc que l'on héberge chez nous, qui aujourd'hui n'est pas sur de l'hyperconvergence, parce qu'on est sur une démarche sur une école pour l'instant, mais on est sur du convergé et qu'on réfléchit aussi, et ce test-là va nous servir de POC pour pouvoir voir l'avenir, est-ce qu'on n'ira pas ou pas sur ces solutions-là, clairement. Merci. Eh bien, amis ZDNautes, le moment est venu de conclure ce plateau consacré à l'usage de l'hyperconvergence dans un environnement de formation. J'ai d'abord posé la question à Pierre-Marie, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la solution installée? Est-ce que ça répond à vos attentes? Clairement, aujourd'hui nous avons 2 mois et demi de retour en arrière. La fonction est en place, les éléments tournent, les étudiants sont satisfaits, on l'a vu au travers d'un reportage. Et aujourd'hui, c'est clair que le besoin du cahier des charges a été totalement rempli. Et la capacité de l'école à innover demain, à avoir peut-être plus d'étudiants, plus de besoins en termes de VM, est un élément très important de cette solution. On voit que ça monte vraiment en charge, ça monte très bien en charge. Et pour preuve, l'IPI, qui a une déclinaison parisienne, est en train de déployer la même solution pour ses étudiants parisiens. Merveilleux, merveilleux. Pascal, comment se situe l'hyperconvergence dans le portfolio HPE? Au vu de ces résultats, il n'est pas étonnant de constater que les ventes de systèmes hyper convergés sont en pleine expansion sur le marché et qu'il n'est pas étonnant d'ailleurs que l'hyperconvergence se trouve au cœur de la stratégie HPE, Hewlett Packard Enterprise, dont je rappelle que nous nous recentrons en ce moment même sur notre métier historique de fournisseur d'infrastructures hybrides sécurisées pour le cloud. Bon. Donc on est dans le cœur du sujet là. Tout à fait. Et donc l'hyperconvergence va vraiment être déclinée sur toutes nos futures générations de matériel, les serveurs Gen 10 qui arriveront au courant 2017 et l'infrastructure composable qui également arrivera en 2017, qui va permettre d'apporter l'agilité du matériel à l'agilité délivrée par le logiciel. Ben écoutez, il me reste à vous remercier, Pierre-Marie, Pascal, et à donner rendez-vous à nos amis ZDNautes pour un prochain épisode de Digital at Work.